Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Joanne Whitmore. Je suis chercheuse principale à la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. Merci et bienvenue de participer au 12e lancement de l'État de l'énergie au Québec. C'est coécrit avec mon collègue Pierre-Olivier Pinault. Normalement, désolé pour le léger retard, on avait un petit pépin technique. On devait avoir Dominique Deschênes, qui est sous-ministre adjointe à l'énergie au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui devait faire le petit mot d'introduction, mais elle a des difficultés à se connecter. Donc, on espère qu'on va pouvoir le régler pendant la présentation de Pierre-Olivier, puis peut-être qu'elle va prendre la parole plutôt à la fin qu'au début. Juste pour d'abord mettre un peu la table. Cette année, on a quand même des nouveautés dans notre rapport. C'est marqué par un bilan qui est un peu contrasté parce qu'on a des avancées dans certains secteurs. Par exemple, on a commencé à avoir un recul dans le parc automobile au Québec, ce qui est quand même positif, mais en revanche, on a des ventes records presque dans les produits pétroliers. On a aussi beaucoup de mouvements au niveau des objectifs tant de l'énergie que des changements climatiques. Comme on sait, par exemple, on a repoussé de 5 ans la cible pour atteindre les réductions de gaz à effet de serre de 37,5 On a aussi des cibles qu'on avait depuis 2016 à travers la politique énergétique 2030, qui sont soit en transformation ou qui ont été retirées à travers le plan pour une économie verte, dont notamment le moins 40 de consommation de produits pétroliers d'ici 2030. Donc, ça change un peu la façon qu'on fait les suivis parce que les années passées, on faisait toujours référence à ces cibles-là. Il va y avoir des nouveautés aussi avec le plan intégré, le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques là, qui devrait sortir peut-être au printemps. Donc, tout ça, Pierre-Olivier va le couvrir. C'est quand même intéressant. Puis je pense qu'après 12 ans, au moins, on peut avoir le confort d'avoir quelque chose de constant à travers tout ça, qui est le bilan énergétique qu'on fait. Et on remercie évidemment le gouvernement du Québec de nous soutenir à travers tout ça, même si des fois, les constats qu'on met, c'est pas toujours facile, mais ça veut juste dire qu'on a encore du travail à faire. Puis je pense que la communauté énergétique au Québec travaille fort pour y arriver. Juste au point de vue logistique, Pierre-Olivier va faire la présentation de notre rapport en à peu près 40-45 minutes. Par la suite, on va prendre une période de questions de 10-15 minutes. Tout le rapport, la présentation PowerPoint et éventuellement l'enregistrement va être disponible sur le site du rapport qui est déjà en ligne. Donc, si vous allez sur le site de la chaire, le lien va être à la fin là, de la présentation. Vous allez pouvoir accéder à tout ça et évidemment, on a aussi des liens via LinkedIn. Je vous remercie et je donne la parole à Pierre-Olivier en espérant que Dominique Deschênes va pouvoir se joindre à nous par la suite. Merci beaucoup, Johan, pour ce mot d'ouverture et Dominique Deschênes va pouvoir prendre la parole un peu plus tard. Il n'y a pas juste Johan et moi derrière ce rapport, il y a évidemment plein de collaborateurs au MELCCFP, au MEIE, au gouvernement fédéral, à Hydro-Québec, chez Énergir. On a plusieurs personnes qui nous aident pour rassembler les données et on remercie évidemment tout le monde pour leur contribution. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un rapport de 70 pages. Je vais vous faire une présentation qui a déjà elle-même plusieurs diapositives. Euh, qui ne va pas tout couvrir, donc je vous invite vraiment à aller consulter le rapport. Mais on va faire bon tour d'horizon de la situation énergétique en commençant par une rétrospective 2025. Il y a plusieurs éléments, je ne vais pas tous les mentionner encore une fois parce qu'il y a trop de choses à dire. Peut-être mentionner quand même en 2025, c'est l'année où on a passé la loi 69 sur la gouvernance énergétique, donc qui va amener plusieurs réformes au Québec. Des réformes qui, dans plusieurs cas, vont permettre à Hydro-Québec, notamment et à Énergir, d'intégrer davantage la transition énergétique dans leurs activités. Même chose pour la régie de l'énergie. On confie dans la mission de la régie une mission de transition énergétique, alors qu'auparavant, c'était uniquement une mission économique et de respect des intérêts économiques des acteurs, avec une dimension de développement durable, mais pas aussi explicitement indiquée sur la transition
transition énergétique. Évidemment, ce projet de loi 69 contient beaucoup de choses et moi, Johan l'a mentionné, le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques devient une obligation pour le gouvernement qui va nous permettre, ce plan de gestion intégré des ressources énergétiques, de pouvoir mieux comprendre quoi faire d'ici 2050 pour transformer notre système énergétique qui a plusieurs qualités, mais qui est aussi a des défis. Donc, je ne vais pas passer plus de temps sur la rétrospective parce qu'il y a chaque point pour être le sujet d'une discussion. On va commencer par le bilan. Après, on va faire un peu comme on le fait d'habitude et ce qui va suivre la structure de l'état de l'énergie au Québec, parler de production et de consommation. Mais notre bilan, il est quand même intéressant. Alors, il faut voir, il y a plusieurs aspects positifs, notamment quand on regarde la consommation totale d'énergie depuis 2000 jusqu'à 2024. Elle a augmenté de 13%. Ces 2 dernières années, on observe un léger déclin. Là, vous le voyez, en 2023 et en 2024, on est en léger déclin. Par contre, ça n'a pas entravé la croissance de l'économie. Et vous le voyez là, la courbe du haut, la courbe du produit intérieur brut, le PIB. Depuis l'an 2000, on a augmenté notre PIB de 52%. Ça, c'est en termes réels. Et donc, on est véritablement plus riche qu'il y a 25 ans en consommant beaucoup moins d'énergie que proportionnellement la croissance économique aurait pu laisser penser qu'on consommerait. On a augmenté de 52% notre PIB, mais la consommation totale d'énergie de 13%. Ce qui nous amène à un constat que la productivité énergétique est en croissance, puisque l'économie croît plus vite que notre consommation d'énergie. On va revenir un peu sur ce sujet-là un peu plus tard. Ça serait possible d'avoir un découplage absolu, c'est-à-dire un déclin de la consommation d'énergie, comme on observe en 2023 et 2024, avec un déclin de la consommation d'énergie et avec une croissance de l'économie. Euh, Pourquoi c'est important de réduire notre consommation d'énergie? C'est parce que, évidemment, on veut enlever des sources d'énergie, les hydrocarbures de notre bilan énergétique, et on veut aussi limiter l'empreinte sur le territoire de notre production d'électricité et les coûts d'une production d'électricité qui pourrait augmenter, en fait, qui pourrait, je le mets au conditionnel, mais c'est en fait c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait, qui est documenté. Les nouveaux approvisionnements vont coûter plus cher que nos approvisionnements historiques, et c'est pour ça qu'on a tout intérêt à consommer le moins possible en gardant un niveau de vie et le développement que l'on souhaite avoir. La consommation d'énergie par habitant, on le voit, elle est en déclin. Et ça, c'est parce qu'il y a des gains d'efficacité énergétique à travers tout ça. On pourrait en faire plus, mais on en a. Et les gaz à effet de serre, on le voit, autant énergétiques que non énergétiques, ils sont en décroissance. Mais encore une fois, pas au niveau qu'on souhaite atteindre d'après les objectifs du gouvernement. Notre bilan de 2024, et là on peut le mentionner, historiquement, on avait 3 ans de retard sur le bilan et cette année, grâce à une mise à jour un peu plus rapide de Statistique Canada, eh bien, on peut faire le bilan de 2024 et non pas celui de 2023. Mais donc, c'est pas si loin que ça et c'est les données les plus récentes. Notre bilan, il est dominé, comme on le voit année après année, par le pétrole et l'hydroélectricité. Mais on le voit pour l'hydroélectricité, ce qu'on a pu produire au Québec en 2024, c'est en décroissance parce qu'on a des apports d'eau qui ont été moindres. On va revenir sur ce sujet-là, mais on est dans des années de faible apport d'eau dans les réservoirs d'Hydro-Québec, ce qui limite la production d'hydroélectricité de manière substantielle. Ça n'a pas affecté nos approvisionnements dans nos maisons et dans nos industries. Nous avons l'électricité que nous demandons, mais malgré tout, la production a été moindre et les exportations, on va le voir, ont baissé. On consomme encore beaucoup de pétrole, du gaz naturel. Le gaz de source renouvelable, le GNR, est en croissance. Il reste encore très petit dans notre bilan, mais vous le voyez entouré de rouge. Il est là. On parle régulièrement d'hydrogène. Vous voyez, on produit de l'hydrogène au Québec. En fait, on en produit davantage que du gaz de source renouvelable, mais c'est du gaz, de l'hydrogène gris essentiellement pour nos raffineries et quelques procédés industriels, quelques industries qui les utilisent. Dans ce bilan-là, comme on le mentionne à chaque année, il y a 3 grands secteurs de consommation, les bâtiments, l'industrie, le transport, qui sont grosso modo un tiers chacun de notre consommation énergétique.
avec beaucoup d'énergie qui se perd dans le système, qui se perd en chaleur. Et on le mentionne à chaque année, mais ce serait intéressant de valoriser ces pertes thermiques-là de manière plus systématique, notamment en industrie, là où on a des niveaux de chaleur très concentrés. En transport, c'est peine perdue parce que ce sont des pertes thermiques qui ont lieu dans tous les véhicules qui sont éparpillés sur le territoire. Donc, c'est des pertes qui sont des pertes thermiques qui sont impossibles à valoriser. Par contre, avec l'électrification des transports, on aura des pertes beaucoup moindres parce que les moteurs électriques sont plus efficaces. Et évidemment, si on fait une mobilité durable à travers le transport actif, transport en commun, bien, les consommations d'énergie en transport pourra diminuer de manière importante. On arrive dans la production et les approvisionnements en énergie. On consomme encore énormément de pétrole. D'où vient notre pétrole? C'est une question qui revient fréquemment dans les sujets de conversation, notamment avec nos discussions avec notre voisin du Sud et les enjeux de pipeline dont on va parler un petit peu. Mais on voit qu'on s'est libéré du pétrole international, que le pétrole canadien gagne en part de marché. On le voit en 2024, on a en fait raffiné plus de pétrole canadien au Québec que ces dernières années, au détriment du pétrole américain. Donc, on peut peut-être se consoler un peu avec cette provenance du pétrole. Euh, mais on le voit, nos approvisionnements en pétrole brut pour les raffineries québécoises, on a deux grandes raffineries au Québec, celle de Valero à Lévis et celle de Suncor à Montréal-Est. Euh, Elles sont en fonction et notre consommation de produits pétroliers, comme on va le voir un peu plus loin, ne diminue pas. Ce qui fait qu'on a besoin de pétrole parce qu'il y a des consommateurs qui achètent du pétrole, des produits pétroliers. Ce pétrole, il arrive essentiellement par oléoduc. Et là, vous voyez à droite le réseau d'oléoducs qui nous amène le pétrole essentiellement à travers le pipeline de Enbridge, le pipeline 9B, qui est cette année, on a rapporté les statistiques d'utilisation des principaux oléoducs et gazoducs. Donc là, vous voyez, le pipeline d'Enbridge, il a été utilisé à 73% selon les données de la Régie de l'énergie du Canada. On a le pipeline Saint-Laurent qui amène des produits raffinés de Lévis jusqu'à Montréal et qui peut après, par la suite, en exporter certains jusqu'à Ottawa ou en Ontario à travers le pipeline Trans-Nord ou Trans-Northern que vous voyez qui, lui, est utilisé à environ 67% en 2025. Il a été utilisé à ce niveau-là. Euh, ou c'est peut-être les chiffres de 2024, je m'excuse, à ce niveau-là. On avait un pipeline qui amenait du pétrole brut là, de Portland dans le Maine jusqu'à Montréal. Il est encore en fonction, il est très peu utilisé, 4% d'utilisation. Mais si le Québec cherchait des nouveaux manières d'amener du pétrole de l'international, eh bien, on pourrait passer par le Maine et ce pipeline-là qui est disponible. En ce qui concerne le gaz naturel, vous le voyez, il y a des approvisionnements à travers différents réseaux de gazoducs que vous voyez au Québec et évidemment à l'extérieur. Ça nous amène aux approvisionnements québécois en gaz naturel. Il reste dominé, ces approvisionnements en gaz naturel, par les approvisionnements en provenance des États-Unis, par le carrefour de Dawn et Parkway en Ontario. Donc, vous le voyez donc en bas à gauche, l'essentiel du gaz naturel qu'on consomme au Québec provient et traverse l'Ontario. L'Ontario n'est pas un producteur de gaz naturel, donc c'est vraiment du gaz naturel qui peut être canadien, qui peut être américain, essentiellement américain. En fait, la logique de la production du gaz de schiste aux États-Unis fait en sorte que c'est essentiellement du gaz américain. Mais il peut y avoir du gaz canadien aussi qui arrive. Et il y a aussi du gaz canadien qui arrive par le gazoduc de TC Énergie que vous voyez là illustré en violet par encore une fois l'Ontario, par le nord de l'Ontario et qui descend. On a des approvisionnements québécois qui sont somme toute très limités et même dans ce 4%, c'est pas tout en provenance du Québec parce qu'il y a aussi des achats directs qui sont pas reliés à une source d'approvisionnement, donc il y a des achats directs de consommateurs industriels québécois. Mais on a environ 2% du gaz naturel distribué au Québec qui
et de sources renouvelables. Et donc ça, c'est en croissance. Et évidemment, pour atteindre les cibles fixées par le gouvernement d'approvisionnement en gaz naturel de sources renouvelables, en méthane de sources renouvelables, on vise pour 2030 jusqu'à 10% dans le réseau. Pour atteindre ce 10%, il faut des projets de production de biométhane, de gaz naturel renouvelable, de biogaz et éventuellement de gaz naturel synthétique. Et donc, on fait le bilan des différents projets qui sont implantés et qui produisent. Donc, vous voyez en haut à gauche, il y a des projets à la fois municipaux, de l'industrie agricole et des sites d'enfouissement qui produisent, qui sont les trois principales sources de production de gaz naturel renouvelable. Il y en a beaucoup à venir. On va pouvoir presque doubler enfin, environ doubler la production de gaz naturel renouvelable à partir des projets qui sont envisagés ou à l'étude. Il y a le biogaz aussi qui est valorisé. Beaucoup des sites d'enfouissement et on a différents projets de gaz naturel synthétique qui sont là et qui sont documentés dans le rapport pour essayer de mieux comprendre ces différentes filières d'approvisionnement en méthane de sources renouvelables, on a ajouté un petit schéma explicatif des différentes sources pour ce gaz naturel renouvelable. Donc, ou ce gaz synthétique. La filière qu'on connaît bien, c'est la filière de première génération qui utilise les matières organiques résiduelles et qui, on le voit, donc amène la biométhanisation, doit être purifiée pour enlever le CO2 et nous amène à du méthane de molécule CH4. C'est moins énergivore et moins coûteux que les nouvelles possibilités, le gaz de source renouvelable, le gaz synthétique de deuxième ou troisième génération, qui sont un peu illustrés ici et qui correspondent à des nouveaux projets qui nous permettraient d'augmenter les volumes de méthane qu'on pourrait injecter dans le réseau. Mais évidemment, c'est la deuxième et troisième génération, c'est plus énergivore, plus coûteux que la première génération. Et donc, c'est une transition énergétique qui est intéressante parce qu'évidemment, ça nous rend moins dépendants des sources fossiles, mais qui ne se fera pas gratuitement. Il va y avoir des coûts associés à tout cela. Au niveau de l'électricité, qui reste un pan important et en croissance dans les approvisionnements énergétiques de la province, mais vous avez en quelque sorte sur cette diapositive le bilan général. On a au Québec 46 000 mégawatts de puissance installée, essentiellement de l'hydroélectricité, comme vous le voyez en haut ici, des éoliennes, près de 4 000 mégawatts d'éoliens. C'est la deuxième source d'énergie en puissance installée au Québec et ça va aller en croissance puisqu'on a plusieurs projets éoliens qui sont en train d'être construits et qui vont rentrer en fonction dans les mois et années à venir. Et on le sait, Hydro-Québec vise jusqu'à 10 000 mégawatts d'éolien en plus d'ici 2035. Donc, c'est amené à augmenter. Sur la carte, ce sont les points verts, les parcs éoliens qu'on voit ici beaucoup en Gaspésie, mais pas que en Gaspésie, aussi en Montérégie, Estrie, Bas-Saint-Laurent. Et il y aura d'autres projets qui vont être déployés. Il y a eu des annonces en 2025, là justement, avec l'Alliance de l'Est et d'autres régions du Québec sur ces nouveaux projets éoliens qui vont en fait améliorer nos apports en énergie et qui seront moins dépendants de l'hydroélectricité. Donc, ça, on aura une diversification intéressante parce que là, ce qu'on voit, c'est que la production totale de 2025 n'a été de 2024. Pardon, n'a été que de parce que ici il y a des chiffres de différentes années, alors on s'excuse là pour la confusion sur les années, mais c'est 185 TWh de production qui est en grosse baisse parce que les années précédentes, on était au-dessus de 200 TWh et c'est vraiment les apports d'eau qui ont fait en sorte qu'on peut moins produire. Et une nouveauté en 2024, on a exporté moins d'énergie dans l'État de New York. Ici, on le voit qu'on en a importé. Si vous regardez nos importations totales, 38 TWh, mais 4 TWh importés de New York, alors qu'on a exporté à New York que 2 TWh.
Et donc, on a un solde déficitaire par rapport à nos importations et exportations en ce qui concerne l'État de New York. Il reste qu'on exporte et on a des contrats d'exportation fermes avec New York qui vont rentrer en vigueur en 2026, comme on a celui avec le Massachusetts qui est rentré en vigueur en début d'année, en janvier, de 9 à 10 TWh d'électricité qu'on va livrer à New York et au Massachusetts. Donc, ça va amener notre secteur de l'électricité sous tension, pour faire un petit jeu de mots aussi, mais on aura des enjeux. Ces enjeux, ils sont essentiellement liés à ces 3 années qu'on a de suite depuis 2023, 24 et 25, avec des apports d'eau inférieurs à la moyenne historique que nous recevons en sol québécois et surtout dans les bassins versants qui alimentent en eau les réservoirs d'Hydro-Québec. Et on a eu des bonnes années auparavant. Vous voyez là, de 2010 à 2020, 2023, on a eu plusieurs années positives, donc avec des apports d'eau supérieurs à la moyenne. On s'est un petit peu habitué à ça au Québec. On a l'impression qu'on avait des surplus énergétiques qu'on pouvait exporter. Il aurait fallu qu'on prenne bien en considération l'historique des apports d'eau, parce que des mauvaises années, on en a eu. Dans les années 80 et 90, il y a eu plusieurs mauvaises années qui ont notamment fait réfléchir et nous ont amené à construire une centrale au gaz naturel à Beauharnois. Et donc, c'était une des raisons d'avoir une centrale au gaz naturel, c'était de, de peut-être pallier au manque de ressources hydroélectriques. Mais on voit dans les années 60, il y a aussi 3 années de fil avec des mauvais apports d'eau. On souhaite que 2026, pour soulager un petit peu les préoccupations en apport d'eau, mais on souhaite que ce soit une bonne année d'apport d'eau. Tout ça dans un contexte électrique où on veut faire du développement industriel au Québec et à travers la loi 69, le gouvernement s'est donné la possibilité de décider où est-ce qu'on allait allouer des blocs de puissance d'électricité dans les années à venir. Jusqu'à aujourd'hui, on a pu recenser un peu plus de 2000 mégawatts de blocs d'énergie qui sont attribués à différentes compagnies. Et là, vous voyez, le portrait c'est un peu transformé parce qu'évidemment, la filière des batteries avec les fermetures, enfin la non-réalisation de certains projets, notamment Northvolt, a fait en sorte qu'il y a des blocs d'énergie qui ont été rendus disponibles. Donc, ça a été un petit peu réalloué. Et là, vous voyez, sans rentrer dans le détail, l'ensemble des possibilités, enfin, l'ensemble des compagnies pour lesquelles on a pu retracer une allocation de blocs d'énergie. Ça, c'est pour l'électricité. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup, il y a environ 27% de l'énergie électrique qui est destinée pour l'hydrogène et les bioénergies. Donc ça m'amène à parler de la production de bioénergie et d'hydrogène au Québec. Aujourd'hui, l'hydrogène au Québec, on la produit surtout à partir de combustibles fossiles. Et donc là, vous voyez on utilise beaucoup du gaz naturel. On va chercher en fait le gaz naturel, c'est du méthane. Le méthane, c'est du CH4. On va chercher le H4 du méthane pour utiliser l'hydrogène sous forme de dihydrogène, sous forme de H2. Et c'est ce H2 là qui est très utile en industrie et qui pourrait éventuellement servir de vecteur énergétique pour alimenter différents usages. Le méthane, pas le méthane, mais l'hydrogène gris qu'on fait aujourd'hui ne coûte pas très cher parce qu'il vient des énergies fossiles qui ne sont pas très chères. Mais évidemment, l'objectif, c'est de produire du méthane, de l'hydrogène vert. Et là, ça va demander beaucoup d'électricité et c'est là où il va falloir faire des arbitrages parce que il va falloir se poser la question, quels sont les bons usages de notre électricité si on veut produire de l'hydrogène? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? On veut produire des biocarburants aussi. On produit certains biocarburants au Québec. On a notre plus gros producteur de biocarburants, Greenfield Global, à Varennes, a une capacité de production de 200 millions de litres d'éthanol par année. On a une petite production de biodiesel à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. On le voit, le biodiesel, c'est important parce que le gouvernement québécois et le gouvernement canadien ont des cibles de mélange de biodiesel et d'éthanol dans l'essence
dans l'essence et le diesel. On doit en 2030 avoir 15% d'éthanol dans l'essence et 10% de biodiesel dans le diesel. Or, on voit ce qu'on produit au Québec en termes de biodiesel, c'est très petit, et on voit en termes d'éthanol, la production d'éthanol de Greenfield Global, ce n'est que 2,14% de la consommation d'essence du Québec. Donc, on est très loin de nos objectifs. Comment est-ce qu'on remplit nos objectifs aujourd'hui? Parce qu'on a déjà des objectifs pour 2026. C'est en important de l'éthanol et du biodiesel. Je n'ai rien contre les importations, mais quand on sait la capacité de produire localement des biocarburants, c'est parfois désolant de se dire qu'on n'arrive pas à faire lever cette filière et qu'il y a beaucoup d'échecs, notamment un projet dont on a beaucoup parlé ces dernières années, celui de recyclage carbone Varennes, qui malheureusement a dû changer de propriétaire en 2025 parce qu'il y avait plusieurs défis liés à ça. Et donc, on va peut-être produire maintenant du méthanol, du e-éthanol, parce qu'il y aura de l'hydrogène, donc de l'électricité qui est impliquée là-dedans. Et on va voir comment ça se développe, mais ce n'est pas encore fait. C'est certain que on a un décalage entre nos objectifs et notre capacité actuelle à produire. Il y a des développements. Greenfield Global a des projets en développement pour nous alimenter davantage en biocarburant. Ces biocarburants peuvent être très positifs. Il faut suivre leur intensité carbone. On a mis cette année dans l'état de l'énergie une comparaison des intensités carbone de ces différents biocarburants par rapport aux combustibles fossiles. Euh, Ils sont en général mieux, mais il faut faire attention parce que dans certains cas, on n'est pas forcément dans une meilleure intensité carbone. L'intensité carbone, en résumé, c'est toutes les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie de la production jusqu'à en fait, juste de la production des intensités et à la combustion, incluant la combustion là, de ces différents carburants. Donc, c'est important de regarder pas juste à la combustion, mais pour produire ces carburants, est-ce qu'il y a du carbone d'impliqué? Donc, les biocarburants nous amènent dans un monde où l'intensité carbone est plus faible, mais elle n'est pas zéro. Donc, il faut encore une fois avoir ça en tête. On a un monde où la consommation énergétique est aussi importante. Quand on la regarde par habitant, notre consommation énergétique au Québec, elle reste grosso modo inférieure aux consommations énergétiques par habitant de l'Amérique du Nord, mais bien supérieure à la consommation énergétique par habitant des pays européens et de la moyenne mondiale. Donc, on peut se comparer, se consoler. Si vous regardez à droite, vous vous dites que par habitant, on est mieux que le Canada et les États-Unis. Ça, c'est la consommation par habitant de l'industrie, du transport, dans le secteur résidentiel, dans le secteur commercial et dans les autres secteurs, d'autres secteurs comme l'agriculture ou d'autres usages non énergétiques pour lesquels il y a de la consommation de produits pétroliers essentiellement. Euh, on a, on a donc, on le voit, une grande consommation d'énergie. Et ce qui amène le Québec à être un grand consommateur d'énergie, c'est surtout sa consommation industrielle. On le voit, on a des industries énergivores au Québec, les alumineries, les papetières, on a des cimenteries, on fait de l'industrie de l'acier est aussi bien présente, consommatrice d'énergie. Ça nous amène à un niveau assez élevé par habitant. On va le voir, cette consommation industrielle, elle est largement décarbonée parce qu'on a beaucoup d'électricité et de biomasse à l'intérieur de cette consommation industrielle. Donc, il ne faut pas trop se formaliser d'avoir une grande consommation d'énergie. Pour les autres secteurs, en ce qui concerne le transport et même le résidentiel ou le commercial, c'est là où on peut se dire, il y a des progrès qui peuvent être réalisés. Si les Norvégiens ou les Allemands réussissent à consommer moins d'énergie en transport, là on voit les Allemands 25 gigajoules par personne en transport, en Norvège 37 gigajoules par personne. Nous, on est à 55 gigajoules. Même les Ontariens sont à 51 gigajoules par personne. Ça veut dire que dans le secteur du transport, on peut avoir autant de mobilité, mais en ayant moins de consommation d'énergie. Et ça, un message important, ça nous enrichirait. Si on avait des systèmes de transport efficaces, on dépenserait moins d'argent globalement pour le système de transport, on aurait plus de mobilité, de fluidité, on aurait moins d'émissions de gaz à effet de serre et moins d'accidents. Il y aurait plusieurs co-bénéfices
sur lesquels il faut se pencher, mais évidemment, ça viendrait nous bousculer un peu nos habitudes. Je vais simplement terminer la discussion sur cette diapositive en mentionnant qu'à l'échelle mondiale, un habitant de la Terre consomme 53 gigajoules par personne. On est à plus de 3 fois ce niveau-là en Amérique du Nord et au Québec, à 182 gigajoules au Québec. On a évidemment, nous vivons dans un pays développé avec un niveau de confort très élevé, mais ce n'est pas à l'échelle planétaire, ce n'est pas un niveau de consommation énergie qui est soutenable, qui est durable. Il faut impérativement, si on souhaite avoir un monde plus égalitaire et avoir des pays qui atteignent un niveau de développement plus élevé, trouver des moyens de consommer moins d'énergie en gardant notre niveau de vie. C'est possible. Les technologies et les différentes approches nous permettraient d'avoir ce niveau de vie élevé avec une consommation énergétique bien moindre. Les Allemands, par exemple, nous le montrent. La qualité de vie en Allemagne, elle est très bonne et ils consomment près de la moitié moins d'énergie que nous consommons au Québec ou en Amérique du Nord. Donc, il y a des inspirations à avoir et peut-être que vous pensez que notre rude climat, et il fait froid aujourd'hui et ces derniers temps, il fait froid au Québec, ça joue un rôle, mais vous savez, les enveloppes thermiques des bâtiments peuvent être améliorées, les méthodes de chauffage avec les thermopompes peuvent nous amener à réduire notre consommation. Donc, ce n'est pas que le climat qui joue un rôle, c'est aussi nos normes et nos pratiques de nos pratiques dans le quotidien et nos pratiques de chauffage et de type d'usage de consommation d'énergie qui influencent la quantité d'énergie qu'on utilise. Si on regarde, on va passer le secteur industriel, transport et bâtiment un peu plus en détail dans les diapositives suivantes. Mais je continue d'abord avec mon petit aperçu québécois. Donc là, c'est simplement au Québec pour ces différents secteurs de consommation. Vous voyez en haut le secteur de l'industrie qui consomme beaucoup d'énergie, mais comme vous le voyez, 52% de l'énergie québécoise en industrie, c'est de l'électricité. Donc là, en bleu foncé, c'est l'électricité. On a 7% de produits pétroliers, 24% de gaz naturel dans le secteur industriel et 14% de biocombustibles. Donc souvent, ce sont des résidus de l'industrie forestière qui sont brûlés et qui sont valorisés ainsi. Donc on a, en fait, si on additionne le renouvelable, ici le 52% et le 14%, on a 66%, les 2 tiers de la consommation industrielle qui est déjà décarbonée. Et ça, il faut le souligner, c'est remarquable au niveau international. Ça ne se retrouve pas ailleurs ou très très peu. Une industrie qui utilise si peu de ressources décarbonées et dans la majorité des cas ici à très bon prix puisque le coût de l'électricité est fort attrayant au Québec, même si on trouve toujours qu'on paye trop. Et même chose pour les matières résiduelles, la biomasse résiduelle, elle arrive à bon prix. Dans le deuxième secteur en importance de consommation d'énergie, le transport, là, on le voit encore, une énorme domination des produits pétroliers. Un petit peu de biocombustible. L'électricité est encore très peu visible. Donc, on le voit, on a un secteur qui est dominé par les produits pétroliers, qui nous coûte cher. On va le voir, les véhicules nous coûtent cher. Et j'en ai mentionné, les routes nous coûtent cher. On ne le documente pas dans l'état de l'énergie au Québec, mais tout le monde sait que nos routes nous coûtent cher, qu'on a un déficit d'entretien dans le maintien des infrastructures. Et ce déficit du maintien des infrastructures, il est dominé par le secteur, les infrastructures routières. Dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, que vous voyez les 2 barres suivantes, l'électricité domine encore une fois. Dans le résidentiel, on a 80% d'électricité. Dans le commercial institutionnel, beaucoup d'électricité, 56%. Encore beaucoup de produits pétroliers, 16%, et du gaz naturel, 25%. Dans les années à venir, évidemment, il va falloir que le bilan s'améliore si on veut vraiment décarboner notre société. Mais nos bâtiments, en fait, quand on regarde les différentes priorités, nos bâtiments font déjà très bien. C'est surtout en transport que le défi se trouve. On a des usages non énergétiques, comme vous le voyez ici. Évidemment, les usages non énergétiques, comme par définition, c'est des hydrocarbures qui sont utilisés pour les molécules qui peuvent être utiles pour faire de l'asphalte, pour faire des plastiques.
pour faire des engrais. Donc, on va chercher dans ces molécules d'hydrocarbures leurs propriétés qui sont très utiles pour faire différentes choses. Même les cyclistes aiment avoir des pistes cyclables asphaltées et il faut se rendre compte que en fait, le plus gros usage dans les usages énergétiques, c'est pour la production d'asphalte. Et après, il y a d'autres usages en plastique et en grès, mais ça reste très important pour nos routes. Euh, Voyons un peu plus en détail sur l'industrie, quelques mots. Quels sont les secteurs industriels qui sont les plus consommateurs d'énergie? Eh bien, c'est l'aluminium ici qui domine, fortement électrifié. L'aluminium, encore une fois, vous voyez l'électricité qui domine, un petit peu de gaz naturel. Le secteur des pâtes et papiers, c'est dans ce secteur-là qu'on trouve beaucoup de l'usage de la biomasse et de l'électricité, un peu de gaz naturel. D'autres industries manufacturières. Et on voit le secteur du raffinage, des mines, des produits chimiques, le secteur agricole, la sidérurgie, d'autres grands secteurs consommateurs d'énergie et qui vont aussi être des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre parce que, évidemment, quand vous voyez beaucoup de gris, ces produits pétroliers, eh bien, le gris, c'est le gaz naturel. Ce gaz naturel va émettre des gaz à effet de serre, tout comme les produits pétroliers. Dans le secteur agricole, là, vous le voyez, important usage de produits pétroliers. Euh, on a une intensité carbone dans les différents secteurs industriels qui ne s'améliore pas beaucoup. Et donc, un petit peu, le constat qu'on peut faire avec cette diapositive, c'est que d'une manière générale, le profil de consommation qui est présenté ici, industrie par industrie, reste sensiblement le même. S'améliore à la marge, mais parce qu'on a une très faible diminution de l'intensité carbone. Donc, il y a des industries, par exemple, pâte et papier, aluminium, utilisent des énergies fortement décarbonées. Donc, leur intensité carbone, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre, le nombre de grammes d'effet de serre ou ici de tonnes par terajoule consommé, est beaucoup plus faible. Donc, on est dans les 10 tonnes par terajoule consommé, tandis que dans les secteurs comme l'agriculture, la foresterie, le ciment, qui utilisent qui ont des profils de consommation énergétique utilisant davantage de produits pétroliers, du charbon et du gaz naturel, mais leurs émissions sont beaucoup plus élevées. Mais d'une manière générale, comme on le voit, il n'y a pas vraiment de transition énergétique vers des sources moins émettrices. Euh, on a un léger déclin en moyenne, certains secteurs qui sont en augmentation. L'agriculture, par exemple, vous voyez, en fait, l'agriculture se dirige vers des sources d'énergie plus intenses en carbone depuis 30 ans qu'on peut avoir des données là-dessus. Plus 17% de l'intensité carbone. Donc, il faut être vigilant, il faut vraiment regarder dans les différents secteurs et le secteur agricole est un grand consommateur de produits pétroliers et c'est là où il faut se dire ayons des bonnes stratégies pour chercher à améliorer, évidemment, si on veut atteindre nos cibles. Et dans l'industrie, c'est d'autant plus intéressant d'améliorer notre productivité énergétique qu'on sait qu'il y a des pays qui le font. Et là, vous avez des exemples, pas de pays, mais de provinces voisines ou presque voisines, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, qui ont réduit leur consommation d'énergie depuis 23 ans, augmenté leur PIB et qui ont réussi ce qu'on appelle un découplage absolu, c'est-à-dire qu'ils ont fait augmenter leur économie en réduisant leur consommation d'énergie. C'est particulièrement le cas en Nouvelle-Écosse. Vous le voyez, moins 19% en rouge de consommation d'énergie totale en Nouvelle-Écosse, avec un PIB qui a été en hausse de 38%. En Ontario, augmentation de 53% du PIB sur la période 2000-2023, avec une consommation d'énergie assez stable, mais malgré tout en diminution de 2% sur la période. Ce qui prouve que c'est possible de réduire sa consommation d'énergie sans plomber l'économie et le PIB. Et c'est ça qui serait important pour le Québec de réaliser, parce qu'on peut augmenter notre économie en réduisant de manière absolue la consommation d'énergie. Évidemment, il faut pour cela mettre en place des objectifs de productivité énergétique, d'efficacité énergétique, euh, et jusqu'à un certain point, ne pas suivre l'exemple de provinces comme l'Alberta, où eux, ils ont augmenté leur consommation d'énergie, augmenté leur PIB, mais leur consommation d'énergie se fait de manière plus grande que la consommation, que l'augmentation du PIB. Donc, ils ont une détérioration de leur productivité énergétique, chose qui
évidemment, n'est pas souhaitable, ni même particulièrement intéressante d'un point de vue économique à long terme, parce que ça les rend extrêmement dépendants à la consommation d'énergie, et cette consommation d'énergie, elle nous rend vulnérables quand on sait qu'il y a des chocs géopolitiques, il y a des chocs climatiques qui vont survenir. Plus vous êtes dépendant, plus vous avez une consommation énergétique élevée, plus vous êtes sujet à des bris d'approvisionnement ou des risques d'approvisionnement, que ce soit au niveau des prix ou des approvisionnements physiques. Et donc, on a des intérêts économiques à être productif et être réduire notre consommation à travers l'efficacité énergétique. Les prix jouent un rôle. Les prix ne jouent pas le seul rôle. Ici, vous avez un graphique qui montre le prix moyen facturé à la clientèle pour l'électricité dans les différentes provinces canadiennes. Donc, sur l'axe horizontal, plus vous êtes à gauche, plus vous avez un bas prix. Le Québec et le Manitoba ont des bas prix pour l'électricité, et vous avez à droite des provinces où le prix est plus élevé pour l'électricité industrielle. Et vous avez la productivité énergétique de toute l'économie. Donc ça, c'est le prix industriel, mais vous avez la productivité énergétique de toute l'économie qui est en croissance. Qui est en croissance, que plus vous êtes haut, plus vous produisez de valeur ajoutée de PIB par gigajoule. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même une tendance que plus vous payez cher, plus vous êtes productif. Alors, c'est intéressant quand même à se dire que même si personne aime en principe payer cher, si ça nous amène à nous améliorer, peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée. Et peut-être qu'il faut passer au-delà du premier réflexe de se dire c'est cher, c'est pas bon, à c'est cher, je vais m'adapter, je vais faire de l'efficacité énergétique et je vais moins consommer et je vais continuer à produire de la richesse. Et pour des pistes de solutions dans le secteur industriel, mettre en place des systèmes de gestion de la consommation d'énergie de type ISO 50001 pour améliorer la performance énergétique. C'est vraiment en gérant mieux notre consommation énergétique qu'on va réussir à s'améliorer. Je fais une petite annonce, mais avec la FCUI, on a fait un sondage sur la connaissance des PME de leur consommation d'énergie. Il y a beaucoup à faire. On a un rapport qui va sortir en mars à ce sujet-là. Donc, davantage à venir, mais il y a des pistes de solutions qui existent. On a toute une industrie de l'efficacité énergétique au Québec qui est là pour aider les industries et les commerces et les PME à améliorer leur performance. Donc, en fait, ce n'est pas un constat c'est pas un constat joyeux qu'on fait, mais en fait, c'est un constat porteur d'espoir. On a des manières de s'améliorer. En transport, quand on voit ce qui se passe en transport, on peut peut-être se désoler en ce qui concerne l'état du parc automobile et des ventes de voitures, parce que les ventes de voitures sont en déclin, donc on vend de moins en moins de voitures. Vous le voyez ici en gris, le nombre de voitures chute. Ça s'est stabilisé, ceci dit, en 2024, mais on vend de moins en moins de voitures et on vend de plus en plus de camions légers dans la catégorie camions. Statistique Canada a ces deux catégories, camions et voitures. Et évidemment, dans les camions, il y a les camions légers qui sont les VUS qui sont devenus les chouchous des acheteurs de véhicules. On aime nos VUS, qu'ils soient électriques ou à essence. C'est les VUS qui sont de plus en plus vendus. Vous voyez les camions électriques en très forte croissance, les voitures électriques en stagnation. Euh, donc, on voit que ces ventes de véhicules sont en augmentation. On a vendu beaucoup de véhicules. Euh, et par contre, pas par contre, mais dans le rapport, ces ventes de véhicules qui augmentent beaucoup, elles nous amènent à dépenser des sommes records pour acheter ces véhicules. On a vendu en 2024 pour presque 26 milliards de dollars de nouveaux véhicules. Quand vous faites l'addition de tous ces camions et voitures vendus, 26 milliards de dollars en une année. Ça, c'est en augmentation de 19% par rapport à 2023. Une énorme augmentation. On dit que les Québécois n'ont plus d'argent, sont serrés, mais ils ont de l'argent pour acheter des nouveaux véhicules. Nous nous endettons individuellement et collectivement pour acheter des nouveaux véhicules. C'est un enjeu parce que 26 milliards, ça paierait bien des services de transport en commun qui seraient accessibles à un plus grand nombre, qui utiliserait moins d'énergie et qui nous amènerait dans une société plus efficace parce que plus fluide, avec plus de mobilité.
un élément que nous signalons, c'est qu'il y a très, très peu de statistiques sur la mobilité partagée des organismes comme Communauto, des compagnies comme Communauto ou le transport en commun. Non, il n'y a pas il n'y a pas de synthèse qui est faite de l'achalandage, de l'usage de ces éléments-là. C'est très important dans la mobilité. Ce sont des solutions de mobilité qui coûtent moins cher, qui sont efficaces, qui polluent moins, qui nous permettent d'être en meilleure forme physique et il faudrait mieux les documenter pour pouvoir présenter des statistiques sur l'évolution. Parce que si je vous présente ça, c'est parce que c'est encore ce qui plombe notre bilan énergétique québécois, mais c'est parce qu'il y a aussi des données là-dessus. Ce nombre de camions, même si on a plus de camions électriques et de voitures électriques, on a encore beaucoup de véhicules à essence. Et ça nous amène à une augmentation globale de notre consommation de produits pétroliers. Alors, en 2024, ici, voilà, par rapport à 2023 et 2022, on est encore en augmentation de la consommation de produits pétroliers. On consomme au Québec 20 milliards de litres de produits pétroliers. Donc, c'est essentiellement de l'essence, près de 9 milliards de litres, du diesel, environ 5 milliards de litres. Et après, il y a les autres produits pétroliers qui vont pour les avions, pour les trains, pour les bateaux, pour le chauffage ou pour l'industrie, et qui sont aussi en croissance. Donc, ce qui est en croissance, en fait, il y a une légère diminution des ventes d'essence, mais une augmentation des ventes diesel et une augmentation des autres produits pétroliers. Ça ne nous amène pas vers les objectifs que nous visons. Et même si cette cible de réduction de 40% de la consommation de produits pétroliers pour 2030, même si elle a été un petit peu comme exclue ou mis dans des documents périphériques des documents gouvernementaux, ça reste une cible qui existe, qui est mentionnée dans certains documents. Et on ne s'approche pas vraiment de cette cible-là, ce qui est évidemment problématique parce que c'est très dommage de se donner des cibles et d'oublier les cibles et de ne pas atteindre les cibles. Ça peut alimenter le cynisme et c'est pas une bonne chose d'alimenter le cynisme. Il faut essayer au contraire de se mobiliser pour changer la situation. Un élément qui change, et ça c'est dans les bonnes nouvelles, vous voyez ici le parc de véhicules immatriculés au Québec, il diminue. Entre 2023 et 2024, les véhicules consommant de l'essence et des véhicules consommant du diesel, vous voyez une diminution totale du nombre de ces véhicules-là. Et on a une augmentation du parc de véhicules automobiles avec des véhicules électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. Dans les hybrides et hybrides rechargeables, il y a aussi il y a encore une consommation d'essence ou de diesel, mais bien moindre. Et donc, on a une diminution du parc du véhicule à essence et, et diesel. Ce qui fait que on a réussi à faire descendre depuis 3 ans notre taux d'immatriculation par 1000 habitants qui diminue. Là, on avait presque atteint 700 véhicules par 1000 habitants. Et bien là, en 2024, on est à 674. C'est une bonne chose. Le temps file, je parle beaucoup, je vais aller directement au bâtiment pour mentionner que dans les bâtiments, il y a une tendance de base qui fait que on annule nos gains en efficacité énergétique parce que nos bâtiments deviennent plus efficaces, mais ce qui annule les gains énergétiques, c'est l'augmentation de la surface des bâtiments. Et là, vous le voyez, autant dans le commercial, on a une augmentation de la superficie de plancher que dans les maisons unifamiliales, les maisons attenantes et les appartements. On a, quoique dans les maisons familiales, il y a un certain plateau qui est atteint dans l'augmentation de la taille des maisons unifamiliales, mais dans les appartements, les maisons attenantes, on a en augmentation de la superficie. Et quand on combine à ça le fait que chaque ménage a de moins en moins d'habitants, eh bien, on a par habitant une superficie qui augmente et pour la consommation d'énergie, ce n'est pas bon. Ça a des implications, évidemment, parce que nos maisons consomment beaucoup d'énergie pour le chauffage de l'eau, pour les appareils, pour l'éclairage. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se répartit entre différents types de maisons. Et ça crée la pointe. Et donc, on documente encore une fois les enjeux de pointe de consommation d'électricité au Québec, parce que nos bâtiments résidentiels consomment beaucoup d'électricité, les bâtiments commerciaux aussi. Et là, vous voyez la pointe l'été en vert, heure par heure. Donc, les 24 heures de la journée, vous avez une pointe l'été qui se trouve en fait le soir à environ 20 000 mégawatts. L'hiver, on a en moyenne des pointes hivernales qui sont beaucoup plus élevées. Mais surtout, quand il fait froid, très froid, et là vous avez les points rouges, ce sont
c'est le 1% des heures de pointe les plus élevées. On se retrouve à des niveaux extrêmement élevés, au-delà de 35 000 mégawatts. Et là, on a même on a atteint les 40 000 mégawatts récemment au Québec. Mais ça, c'était en 2024. On a, selon les chiffres d'Hydro-Québec déposés à la Régie de l'énergie, vous avez ici des pointes horaires qui sont autour des 36, 37, 38 000 mégawatts d'appel de puissance durant certaines heures. Et ce qu'on voit, c'est que ces heures de pointe, ben, elles ne sont pas forcément durant les heures de pointe officielles, parce qu'on peut avoir entre 10 heures et 16 heures, on peut avoir des heures de pointe et que donc il faut penser à ces enjeux-là parce que il faut réussir à gérer notre pointe, la diminuer. Ça coûte très cher en infrastructure, ça pose des maux de tête à Hydro-Québec pour pouvoir satisfaire la demande durant ces heures-là. Il faut trouver impérativement des moyens d'être plus flexible dans notre consommation, de réduire notre consommation d'énergie durant ces heures de pointe pour soulager le réseau, mais surtout soulager notre besoin d'investir dans de nouvelles infrastructures. Euh, il faut prioriser. On va parler je ne vais pas trop parler d'interfinancement, mais les clients résidentiels continuent d'être interfinancés et payent moins cher que ce que ça coûte à Hydro-Québec pour leur fournir le service d'électricité. Et en fait, cet interfinancement, il a augmenté en 2025 par rapport à 2024. Et ce sont les clients commerciaux et industriels qui payent une partie de notre facture en tant que client résidentiel. Euh, on peut penser que c'est bien parce que ça soulage la facture des résidents, mais quand on sait que de plus en plus dans les résidences qui sont en croissance, ben, on va faire chauffer notre spa, notre piscine, notre entrée, notre allée de garage avec de l'électricité, on se demande est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire payer plus cher des hôpitaux ou des écoles ou des PME pour de l'électricité qu'elles consomment pour que certains consommateurs aisés puissent électrifier leur entrée de garage et s'éviter de pelleter la neige l'hiver. Peut-être que socialement, ce n'est pas entièrement justifié d'avoir cet interfinancement. Ça sera à réfléchir dans les années à venir. On a de l'inefficacité, j'en ai parlé un petit peu, je vais passer sur nos inefficacités pour euh, euh, clore avec les émissions de gaz à effet de serre et quelques considérations économiques. Nos gaz à effet de serre de l'énergie viennent, comme je le disais, beaucoup du transport et du pétrole. Donc, 43% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est le secteur du transport. Quand on regarde les hydrocarbures, c'est 69%, c'est vraiment le nerf de la guerre. Transport, pétrole, évidemment, le gaz naturel aussi sera à enlever. Mais on a, si on veut aller là sur le cœur des enjeux de gaz à effet de serre et de prix, c'est vraiment en transport qu'il faut se concentrer. On a un marché du carbone euh, et on a des objectifs. Notre objectif, comme ça a été mentionné, a été repoussé en 2035. Donc, l'objectif d'atteindre 53 millions de tonnes pour 2030, il a été repoussé de 5 ans. Mais ça va peut-être nous aider à l'atteindre, mais on n'est pas tellement plus sur une trajectoire d'atteindre la cible pour 2035. Là, quand on regarde la trajectoire des dernières années en gris, ben, on ne nous amène pas, ça ne nous amène pas sur la cible. Même si vous prenez avec le bilan des flux nets, la trajectoire, là, elle ne nous amène pas à la cible. Morale de l'histoire, il va falloir faire des efforts supplémentaires que nous n'avons pas fait jusqu'à maintenant. Et donc, il ne s'agit pas simplement de réviser nos cibles, il faut aussi réviser nos programmes, nos approches pour atteindre nos cibles. On a des très bonnes raisons de le faire, pas juste pour l'environnement, mais comme je l'ai dit, pour notre économie, pour notre productivité économique, il y a des très bonnes raisons de vouloir réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a un marché du carbone pour nous aider à le faire. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais on a des plafonds d'émissions. Ici, ce que vous voyez, c'est les émissions combinées de la Californie et du Québec. Donc là, au Québec, on est environ à 80 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Quand on ajoute la Californie, on est environ à 450 millions de tonnes de gaz à effet de serre. C'est en déclin, pas tant parce que ça décline chez nous, parce que ça décline là-bas en Californie. Et les Californiens sont très engagés dans la lutte contre les changements climatiques. Eux, ils n'ont pas repoussé leur cible de réduction de gaz à effet de serre à 2035. Au contraire, ils ont une cible plus ambitieuse pour 2030 que nous avons. Ils ont 40% de réduction sous le niveau de 1990. Et le gouvernement californien est en train, enfin, ces jours-ci, d'évaluer la proposition d'enlever des droits d'émission qui sont en surplus dans le secteur, dans le marché du carbone. Il y a trop de droits d'émission. Et donc, ils veulent enlever plus de 100 millions de droits d'émission du marché.
Et le Québec ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Et donc, ça, c'est une réforme qui devra venir dans les années, dans les mois à venir, pas les années à venir, j'espère, mais dans les mois à venir. Le marché du carbone, on va avoir des enchères très bientôt. Est-ce que le prix va remonter? Là, aux dernières enchères de novembre dernier, on était à 39 pour les droits d'émission du millésime 2025. Euh, Ça devrait remonter parce que, comme je vous le disais, la Californie va resserrer les règles et donc il y a peut-être des bonnes opportunités d'achat à bon prix d'unités de droits d'émission. Il y a des liens avec l'économie. Ça nous coûte cher, acheter du pétrole, de l'essence. Là, vous le voyez un petit peu l'évolution par litre d'essence, là, combien ça nous coûte depuis une dizaine d'années. Le prix du brut, ça représente aujourd'hui environ un peu plus qu'un tiers du prix à la pompe. Il y a un écart qui se creuse entre le prix à la pompe et le prix du brut. Et ce prix, il est composé, cet écart-là, il se compose par les coûts, la marge, les coûts et la marge de raffinage, le transport du pétrole, la marge de détail, donc les ventes, les détaillants, les stations-service, il faut bien qu'elles vivent, elles se prennent une marge ici, le prix du carbone et les taxes, et vous voyez, ça augmente tout ça. Il reste que le pétrole nous coûte, et la forme d'énergie ici, les produits pétroliers qui est à droite ici, c'est la forme d'énergie qui nous coûte le plus cher. Et même si on enlève toutes les taxes, c'est par gigajoule, c'est la forme d'énergie qui est la plus chère. Si on exclut le gaz naturel renouvelable, qui est en croissance, mais n'est pas encore très commun au Québec. Et l'électricité par gigajoule coûte un peu plus cher avant taxe et autres coûts. Mais quand on parle de réduire le pétrole, eh bien, on se dit c'est une source d'énergie qui nous coûte cher. Et là, vous voyez un petit peu comment les prix se comparent par gigajoule, parce que c'est souvent difficile de comparer les prix des différentes sources d'énergie parce qu'on achète des litres d'essence, des kilowattheures d'électricité et des mètres cubes de gaz naturel. Mais toutes ces énergies, elles ont un contenu énergétique qui se mesure en gigajoules. Et quand on ramène le prix en gigajoules, ben, ça permet de comparer le prix payé. Et on s'aperçoit donc que le litre d'essence nous coûte, c'est ce qui coûte le plus cher aux consommateurs. Et donc, il y a des gains à réaliser en réduisant notre consommation d'essence, évidemment de diesel et d'autres produits pétroliers. Il y a des inégalités entre différents groupes sociaux. Les ménages qui consomment, qui sont les moins fortunés, ce qu'on appelle le premier quintile de nos ménages, c'est-à-dire les ménages, le 20% des ménages avec les plus faibles revenus, c'est ce quintile-là qui dépense en termes absolus le moins pour la consommation d'électricité et d'essence. Un ménage dans le 20% les plus pauvres va consommer 1120 en électricité par année. Un ménage dans les ménages des 20% les plus riches va consommer 1000 de plus, 2171 pour sa facture d'électricité. Donc, vous voyez, il y a des gros écarts et ces écarts-là, eh bien, ils font en sorte qu'il faut avoir conscience de ça et que c'est, comme on le voit, ce sont les plus riches qui consomment le plus d'énergie. Je l'ai déjà mentionné ou fait allusion à ça quand je parlais des spas, des piscines et des entrées de garage électriques. Ce sont les ménages à revenus élevés, évidemment, qui consomment le plus d'électricité, comme vous le voyez à travers leurs dépenses. Est-ce qu'on veut subventionner ces ménages-là? C'est une question qu'il faut se poser parce que ça n'a peut-être pas le sens social. Par contre, évidemment, si on a un sens de l'équité sociale, eh bien, aider les ménages à plus faible revenu, c'est probablement une chose qui serait intéressante de faire davantage encore parce que ce sont des ménages qui peuvent vivre, dans certains cas, dans la pauvreté énergétique. Perspective pour 2026 et après on aura une quinzaine de minutes pour des questions et éventuellement le mot de Dominique Deschênes que si elle a pu se connecter. Euh, le PGIR, ce plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, va être déposé. On a un rapport préliminaire qui est déposé. On va attendre un rapport supplémentaire. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. J'ai mentionné du marché du carbone, le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. Euh, il y a des révisions qui sont en cours. Le Québec a annoncé hier ou avant-hier justement qu'il y avait un processus qui était en cours conjoint avec la Californie. La Californie est très claire sur ses intentions de retirer des droits d'émission du marché. Est-ce que le gouvernement du Québec sera assez courageux pour annoncer aussi
les éléments de leur réforme. Jusqu'à maintenant, on a plutôt vu un gouvernement québécois qui était en retrait dans ses annonces et qui n'a pas vraiment divulgué ses intentions par rapport à son partenaire californien qui est beaucoup plus clair dans ses intentions de réforme. Et donc, c'est très intéressant. On va rappeler que l'État de Washington a un marché du carbone et pourrait se joindre au marché Québec-Californie. L'État de New York réfléchit à son marché du carbone. C'est toujours dans les discussions. On a dans les bâtiments la loi 41 qui oblige la divulgation, qui va obliger la divulgation, la cotation et l'amélioration énergétique des bâtiments, des grands bâtiments. Je trouve ça très dommage qu'on n'ait pas inclus les bâtiments résidentiels, unifamiliales et duplex dans ce règlement-là, parce que c'est là où on a des grands gains à faire. On a des élections qui s'en viennent. On souhaite que les débats énergétiques soient articulés pour nous amener le Québec vers des vraies solutions à long terme. Et il y a toute cette coopération régionale que j'ai mentionnée avec New York en électricité et le Massachusetts et nos voisins de Terre-Neuve et Labrador, chez qui on voudrait construire une centrale hydroélectrique à Gull Island et augmenter la capacité de Churchill. Il y a eu des élections à Terre-Neuve et Labrador et l'entente a été remise en cause, mais ça va peut-être évoluer. Je vous remercie. Téléchargez le rapport parce qu'il y a plein de choses en plus à y lire. Merci aux partenaires de la chaire sans qui nous ne ferions pas tout ce travail. Évidemment, dans le cas de l'énergie, de l'État de l'énergie au Québec, le gouvernement du Québec est remercié particulièrement, mais tous nos partenaires que vous voyez ici sont très importants pour la chaire et on les remercie profondément pour leur soutien. Johan, nous avons des réponses aux questions, peut-être. Oui, d'abord, Dominique Deschênes ne peut pas se joindre à nous parce qu'elle avait déjà d'autres engagements. Donc, malheureusement, elle avait pu se connecter, mais à la dernière minute. Donc, ce sera pour une prochaine fois, malheureusement. Mais on a eu beaucoup de questions, donc j'ai même pas pu vraiment t'écouter, Pierre-Olivier, parce que j'ai passé beaucoup de temps à répondre aux questions, mais les réponses que j'ai données sont tous publiques. Donc, j'en ai gardé quelques-unes que je trouvais qu'il y aurait peut-être plus sujet là, à discussion. Je vais juste les lire là. Je suis désolée, je ne mets pas ma caméra parce que je me suis collée plus proche de mon écran pour bien lire les questions. C'est la vieillesse. Donc, dans le cadre de l'élaboration du prochain plan de gestion intégrée des émissions de gaz à effet de serre, mais je pense que c'est plus le plan intégré des ressources énergétiques, donc le PGIR, du MEIE, le gouvernement envisage-t-il d'introduire des exigences normatives en matière de productivité énergétique pour les entreprises québécoises? À ma connaissance, non. Ce serait souhaitable d'avoir les indicateurs, mais je vois Pierre-Olivier, tu peut-être. Non, ce qui est Oui. prévu, en fait, dans la loi pour le PGIR, c'est des cibles et des objectifs sectoriels, mais en termes d'approvisionnement mais pas de productivité en tant que telle. Donc, c'est pas quelque chose qui sera directement dans le PGIR. On ne sait pas exactement ce qui va être dans le PGIR parce qu'on a pu lire le rapport préliminaire en vue de l'élaboration du PGIR. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans le PGIR au final, on ne sait pas encore, mais certainement pas des cibles sur la productivité énergétique. Ça serait intéressant de le mettre, je pense, parce qu'il faut canaliser nos énergies vers ça. Il y a quand même un objectif de 22 d'amélioration de la productivité énergétique qui est dedans le PMO, donc le plan de mise en œuvre du PEV, qui est le plan d'économie verte, le dernier là, qui a été publié pour la période 2025-2030. Donc, je vous invite à aller voir ça. Évidemment, pour nous, on considère ça comme un pas dans la bonne direction. Donc, prochaine question de François Dussault. Est-ce que la cible de contribution GNR à 10 est considérée comme peu ambitieuse? Et oui, pourquoi ne mettons-nous pas davantage d'accent sur cette filière? Moi, je ne dirais pas que c'est peu ambitieux. Justement, on essaie de trouver plus de volume. Puis en fait, c'est ce qui devient plus complexe parce que dans un monde idéal, on aimerait ça juste pouvoir récupérer le méthane qui est issu du secteur agricole, entre autres, puis dans les dépotoirs. Mais la réalité, c'est que les volumes sont pas très élevés. Donc là, on essaie d'aller chercher du gaz de source renouvelable dans des deuxième puis troisième générations de là, ce que Pierre-Olivier montrait tout à l'heure, là, où on va aller fabriquer de l'hydrogène vert, on va combiner ça avec du CO2 biogénique pour ensuite faire du gaz naturel de sources renouvelables ou synthétiques qu'on pourrait injecter, mais ça a toutes sortes d'enjeux. Donc, on vous invite à lire
le rapport pour comprendre les complexités. Mais oui, c'est pas facile. Je pense que 10%, c'est déjà ambitieux. Ce qu'il va surtout falloir, c'est qu'on ait plus d'efficacité énergétique pour tenter de réduire la consommation pour justement que le GNR, qui est plus coûteux, plus énergivore, ben on peut en utiliser moins, mais pour arriver aux mêmes finalités climatiques. Pierre-Olivier? Oui, simplement je suis entièrement d'accord avec ce que Johan a répondu, mais et même 10%, c'est ambitieux quand on sait que surtout dans le secteur industriel, les compétiteurs de plusieurs industries ne sont pas tenus d'acheter du gaz naturel renouvelable et que, comme vous le voyez là sur la diapositive ici, le prix du gaz naturel, le coût du gaz naturel renouvelable est bien supérieur au gaz naturel fossile. Et le coût est socialisé dans une large mesure. Tout ce qui n'est pas acheté volontairement par certains acheteurs qui peuvent choisir d'acheter du gaz naturel renouvelable de manière volontaire, les volumes qui ne sont pas achetés de façon volontaire, le prix supérieur est réparti sur l'ensemble des autres consommateurs, ce qui augmente le prix du gaz naturel pour tous les autres consommateurs et ça peut poser des enjeux de compétitivité dans certains cas pour des consommateurs industriels et commerciaux. Et donc, c'est là où ça devient ambitieux de mettre même 10% de gaz naturel renouvelable ou de sources renouvelables, c'est ambitieux au niveau de l'intégration du modèle économique. Il y a beaucoup d'avantages à développer cette filière-là, mais il y a des enjeux de coûts qu'on mentionne et que Johan a mentionné. Bon, une question bien large. Pourquoi l'éolien devient populaire et grandissant seulement maintenant? Parce qu'on avait beaucoup d'hydroélectricité et que quand on regarde donc notre bilan, on a beaucoup d'hydroélectricité, on n'avait pas besoin de l'éolien. On a eu des années avec beaucoup d'apports d'eau et quand on a beaucoup d'énergie hydroélectrique et que la consommation d'électricité n'est pas en croissance, ben, la question se posait pourquoi rajouter des éoliennes si on n'a pas besoin d'électricité, parce qu'on a beaucoup d'hydroélectricité. Et aussi, ce qui a changé entre maintenant et il y a peut-être 10 ans, c'est qu'aujourd'hui, on prend la transition énergétique beaucoup plus au sérieux qu'il y a 10 ans. Et qu'il y a 10 ans, même si les gouvernements avaient les mêmes objectifs, on ne prenait pas ça autant au sérieux. Donc, Hydro-Québec ne se donnait pas le mandat d'électrifier la province autant que maintenant. Et si on se donne le mandat d'électrifier la province, on se rend compte qu'il y a besoin d'énormément d'énergie et que pour développer cette énergie-là, ben, il faut des nouvelles sources et l'éolien apparaît comme un choix naturel. Mais c'est la prise en compte de cette nécessité-là d'électrifier qui, à mon avis, est la principale raison pour laquelle on développe maintenant l'éolien alors qu'on ne le prenait pas au sérieux autant euh, auparavant. Merci. Donc, Jean-François Rajotte demande, la centrale de gaz naturel de Beauharnois pourrait utiliser beaucoup de GNR. Est-ce que ce GNR serait disponible en ce moment? Mais bonne question. Comme on l'a montré, il y a beaucoup de développement de GNR qui est là. Donc aujourd'hui, non, probablement qu'il ne serait pas disponible si aujourd'hui, demain matin, on voulait approvisionner cette centrale en gaz naturel renouvelable. Mais tout ça, il y a des contrats et Énergir l'annonce régulièrement qu'ils ont sécurisé des contrats d'approvisionnement qui permettent d'atteindre les cibles. Alors, il n'y a pas de préoccupation importante à avoir sur les approvisionnements en gaz naturel renouvelable. Énergir fait de ce que je connais, un bon travail pour sécuriser cet approvisionnement-là. L'industrie se mobilise, même s'il y a encore des enjeux dans la production de gaz naturel renouvelable, d'une manière générale, on voit qu'il y a des progrès. C'est laborieux, ça aurait dû se développer plus rapidement, mais il y a malgré tout des progrès. J'ajouterais juste que ben, la majorité du GNR qu'on a dans le réseau actuellement provient en fait d'importations des États-Unis et de l'Ontario. Donc, en fait, comme vous voyez dans le tableau que Pierre-Olivier vient de mettre, on en a une plus grande production, mais à travers deux projets qui sont privés, donc EBI et puis Enviro Connexion, qui, eux, exportent, c'est des sites d'enfouissement, exportent vers les États-Unis parce que c'est plus rentable pour eux de valoriser l'attribut environnemental du gaz dans ces marchés-là. Mais reste qu'on peut quand même combler une partie par des importations également, comme on importe d'autres choses. Donc, ce n'est pas, à mon sens, là, une aberration.
Donc, prochaine question. La productivité énergétique peut changer pour plusieurs raisons, dont un changement de la structure industrielle. Est-ce qu'on sait quels ont été les changements industriels, fermeture d'industries énergivores et ouverture d'industries moins énergivores, par exemple, dans les pays présentés? On n'a pas fait l'analyse, mais, Ouais. à mon sens, je pense que j'ajouterais juste par rapport à ce que Pierre-Olivier a dit, puis on a un rapport d'ailleurs qui adresse spécifiquement la productivité énergétique, c'est dedans les sources, mais je peux aussi le mettre, vous l'envoyer plus tard. Mais c'est de vraiment regarder la productivité énergétique au niveau sectoriel. Je pense, à mon avis, c'est aussi très intéressant parce que c'est là qu'on peut faire peut-être mieux des comparaisons entre différents secteurs, mettons le ciment, les alumineries, entre le Québec puis d'autres régions. Fait que c'est peut-être un petit peu plus intéressant, mais ça reste quand même, oui, il faudrait regarder un peu plus en détail, là, mais on peut comprendre que l'Alberta, c'est pas le Québec. Non, et cette structure industrielle a définitivement un impact sur la productivité énergétique. Par contre, là, quand on regarde la manière, l'évolution de la productivité énergétique, là, c'est par rapport à sa base industrielle. Donc là, quand on compare le diapositive que vous voyez, peu importe la base où on se trouve, on peut s'améliorer ou se détériorer, mais en partant de la même base et de structures industrielles différentes. Et comment elle évolue dans le temps? Mais est-ce que l'Ontario a vraiment choisi, a changé sa structure industrielle ces 23 dernières années? Probablement un peu, Euh, mais ils ont fait des choix qu'on aurait pu faire aussi. Donc, quelqu'un demande pourquoi exclure l'Alberta et la Saskatchewan de l'analyse de la productivité énergétique, puisqu'on est déjà sur le sujet. Alors, c'est une bonne question. Ici, on les a enlevés parce qu'effectivement, c'est vraiment, en termes canadiens, l'Alberta et la Saskatchewan sont vraiment des cas à part parce qu'ils ont une consommation énergétique qui est de l'ordre de 500 gigajoules par habitant. Donc, pour revenir à ce graphique-là, au Canada, en moyenne, c'est 200 gigajoules. Nous, au Québec, on a 182. Il y a deux provinces qui sont complètement à part à 500 gigajoules. C'est l'Alberta et la Saskatchewan. Et ce sont des cas atypiques, non seulement à cause de leurs industries, mais pour tous les sous-secteurs de consommation, transport, résidentiel, commercial, ils ont des consommations par habitant supérieures. Donc, ils sont comme une relation très particulière à l'énergie que nous n'avons pas dans les autres provinces canadiennes, et c'est pour ça qu'on les a mis à part ici pour tracer la courbe. Et cette courbe-là, cette tendance-là, elle est vraiment une tendance qu'on retrouve à peu près partout. Mais comme c'est des cas un peu ce qu'on appelle en statistique là, des données aberrantes, mais on les a mis à part. Donc, le PIB comme indicateur de la santé d'une économie a de grandes limites, notamment la déclaration récente d'Antonio Guterres de l'ONU. Quel autre indicateur serait pertinent? Ben, évidemment, moi, je pense que la productivité énergétique l'est, mais je suis un peu biaisée, donc. Écoutez, c'est une bonne question. Je suis entièrement d'accord avec le fait que le PIB a des limites. Je pense que le PIB mesure malgré tout quelque chose. Après, c'est certain qu'il faut aussi avoir des indicateurs d'équité. On n'a pas beaucoup d'indicateurs d'équité en énergie, mais là, j'ai parlé brièvement là de cas de pauvreté énergétique. Donc, il faudrait voir justement des indicateurs d'équité sont importants. Les riches sont en meilleure sécurité dans une société qui est équitable que dans une société qui est inéquitable. Alors, on a tous à gagner à être dans une société équitable, même pour des raisons très égoïstes, on gagne. Et il y a même des études économiques qui ont dit que des sociétés plus équitables ont des meilleures croissances économiques que des sociétés inéquitables. Et donc, à ce niveau-là, il y a une convergence d'intérêts qui devrait nous faire travailler pour des sociétés plus équitables. Il y a d'autres questions, mais il est déjà rendu 11h15, donc évidemment, on aimerait ça pouvoir continuer. On va tenter si on peut peut-être vous répondre individuellement. Mais un gros merci à tout le monde. Donc, tout le rapport, le PowerPoint et les notes méthodologiques pour le Sankey, tout ça est disponible. Puis aussi, l'enregistrement va être disponible sur le site du rapport. Donc, sur ça, merci beaucoup à tout le monde et on va vous revoir dans un an peut-être. Merci.